C'est un avertissement particulièrement inquiétant pour les Ukrainiens en attente d'armes lourdes sur le terrain. Les mots du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, sonnent comme une douche froide. Il affirme que les alliés de l'Ukraine auront bien du mal à livrer d'autres léopards à Kiev. Les Occidentaux sont-ils en train de rétropédaler? Les promesses faites à l'Ukraine seront-elles tenues? Pour en parler, accueillons le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier. Bonjour. Bonjour. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Nathalie Schrin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Patrick Martin-Génier, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, réédité aux éditions Studirama. Pierre Ménat, bonjour. Vous êtes diplomate, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et Alain Juppé, auteur de ce livre L'Union européenne et la guerre aux éditions L'Harmattan. Avant de vous entendre, je me tourne vers vous, Mathieu Karman. Bonjour, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous. Combien de chars ont été promis et combien ont été livrés? Eh bien d'abord, souvenez-vous, Volodymyr Zelensky, il y a quelques mois, avait réclamé 500 chars pour mener à bien une contre-offensive. Alors il y a d'abord les promesses. On a appris hier que l'OTAN prévoyait d'envoyer 2 bataillons de chars de combat allemands Léopard 2, soit une 60aine de chars, et 4 bataillons de chars Léopard 1 en Ukraine, soit 100 chars d'ici la fin de l'année. C'est ce que dit Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense. En plus de ces chars Léopard, il y a les autres chars promis par les Occidentaux, notamment les Américains qui ont promis 31 chars Abrams. Voilà donc pour les promesses des Occidentaux. Il y a ensuite les autres chars livrés. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que 35 chars lourds sont arrivés en Ukraine. Il y a 14 chars venant du Royaume-Uni, 18 venant d'Allemagne et 3 du Portugal. À cela, vous ajoutez les chars légers déjà envoyés par les Occidentaux. Parmi ces chars, ceux qui sont le plus attendus par les Ukrainiens, ce sont les Léopard 2 qui sont le plus utile pour mener une contre-offensive. 160 seront donc livrés avant la fin de l'année, mais probablement pas plus. Regardez ce que dit Boris Pistorius. Je ne vois pas de scénario dans lequel il serait possible d'envoyer des léopards supplémentaires à l'Ukraine au-delà de ce qui a été annoncé, puisque nos réserves sont limitées. 35 chars seulement déjà livrés, est-ce que c'est suffisant? Eh bien pour le moment, non. Même si les promesses sont tenues, 300 chars lourds arriveront donc en Ukraine. Un chiffre non négligeable selon les militaires, car répartis dans différentes brigades, cela peut faire la différence. Pour réaliser par exemple une percée de 30 km, les Ukrainiens auront besoin d'au minimum 3 brigades. À noter qu'il faut 100 chars par brigade. Et puis dans ces brigades, il y a des chars lourds mais aussi des chars légers. Précisons que ces chars, notamment les Léopards, seraient plus utiles dans le sud de l'Ukraine que par exemple à Bakhmout, puisque les chars occidentaux tirent plus loin que les chars russes, c'est-à-dire qu'ils seront moins utiles pour des combats de rue. Merci beaucoup Mathieu Karman pour toutes ces explications à chiffres à l'appui. Colonel, je me tourne vers vous. Est-ce que ces chars arriveront à temps quand on nous parle de 100 chars d'ici la fin de l'année? Alors je pense que c'est la face émergée de l'iceberg, parce qu'il y a d'autres chars qui sont déjà en place, ceux qu'ont livré la Pologne. Alors parmi eux des anciens chars de type soviétique qui sont des T-72 ou proches. Parmi les chars qui ont été évoqués, le Léopard 1, en fait, c'est l'équivalent du T-72. C'est un vieux char des années 70. Les seuls chars qui peuvent faire la différence, c'est les fameux Léopard 2 et les Challenger, qui sont de la même génération. Maintenant, pourquoi faire des chars et dans quel environnement? Alors tout d'abord, si on parle d'une conquête, d'une percée en terrain découvert, je ne pense pas que ce soit la région de Bakhmout qui soit la plus favorable. C'est effectivement peut-être la région du Sud. Et là encore, faudrait-il avoir la domination de l'espace aérien et de l'espace radioélectrique aussi. Guerre électronique, alors ça je ne doute pas que les Ukrainiens sachent le faire. La domination de l'espace aérien, c'est autre chose, puisque la situation aérienne est équilibrée, c'est-à-dire que les Russes peuvent, un peu comme les Ukrainiens, tendre des embuscades anti-chars avec des drones iraniens ou autres et faire ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est-à-dire faire une hécatombe de chars, et quel que soit le type de char. Parce qu'un char, si vous voulez, c'est quand même un engin vulnérable. On l'a vu dans les conflits contemporains.
sans monter jusqu'à la guerre d'octobre, lorsque les Égyptiens ont conquis pendant un certain temps la rive orientale du canal de Suez, eh bien les contre-attaques israéliennes ont échoué parce que les Égyptiens, avec des servants motivés, ont su, avec des armes anti-chars, avoir l'allonge nécessaire et suffisante pour détruire les chars sans que les chars puissent leur répliquer. Donc ce sont quand même du matériel vulnérable. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans une zone urbaine, un char n'est là que pour soutenir l'infanterie. Alors vous me direz, c'est pas mal. Mais un char aussi est très vulnérable parce que même si beaucoup de bâtiments ont été détruits, on peut, avec un cocktail Molotov, avec des gens particulièrement décidés, neutraliser, sinon détruire un char. Donc, si vous voulez, c'est pas la panacée, c'est très communicant, Si vous voulez, le fait de parler de Léopard 2, c'est effectivement très, c'est très valable au plan de la communication. Ensuite, il faut voir ce que veulent en faire les Ukrainiens. La contre-offensive, elle est censée avoir lieu dans quelques semaines, autrement dit, demain. Or, tous ces chars vont arriver d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'ils vont arriver à temps ? Oui, au moins pour recompléter les chars qui auraient été détruits. En fait, il faut un flux continu logistique. Et au-delà des nouveaux chars qui arriveraient, il faut aussi des pièces de rechange. Il faut des gens qui soient spécialisés pour les réparer. Et ça, je pense que sur des chars comme les Léopard 2, même si les Ukrainiens sont en cours de formation en Allemagne, ça demande beaucoup de temps d'avoir il est beaucoup plus long de former des mécaniciens, voire des ingénieurs, mais que de former des servants, des tankistes, d'autant que les Ukrainiens savent déjà bien se servir de chars, et d'un char à l'autre, si vous voulez, je veux pas non plus, il n'y a pas énormément de différence, si vous voulez, pour un pilote ou pour un tireur ou un radiochargeur d'un tank à l'autre. C'est que le matériel qui évolue. Donc voilà, c'est plus gérer la chaîne logistique qui est inquiétante, et que des chars arrivent fin d'année, moi ça me choque pas parce qu'au contraire, ça continue à alimenter la chaîne logistique. Mais cette guerre en Ukraine, avant que je fasse tourner la parole, qui dévore les armes, les munitions, les équipements militaires, avec 300 chars, on peut tenir combien de temps ? On est dans une configuration particulière. Ouais. Si vous voulez, quand vous attaquez, ça veut dire en fait que vous avez la supériorité numérique au moins de 3 contre 1. Et c'est purement abstrait comme notion. Ça veut dire qu'avec 300 chars, il faut que vous attaquiez un endroit où les Russes n'auraient que peu de chars à vous opposer ou peu de canons anti-chars à vous opposer. Donc c'est un endroit qui est choisi très méticuleusement en fonction des renseignements apportés notamment grâce aux moyens américains. Et évidemment, on ne va pas communiquer là-dessus. On ne dira pas à l'avance si c'est dans le nord, dans le sud, voilà. Et avec 300 chars, si vous voulez, c'est une supériorité ponctuelle sur un point faible de l'adversaire, et c'est un coup. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez attaqué, ensuite il faut que derrière il y ait l'infanterie qui suive, qu'il y ait d'autres moyens qui vous permettent de conserver le terrain que l'ennemi pourrait essayer de reconquérir. Il faudra bien choisir le lieu de la contre-offensive ukrainienne. Patrick Martin, oui. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Oui. Patrick Martin-Génier, comment vous interprétez les déclarations du ministre allemand de la Défense? Est-ce qu'il est en train de vous dire, là on fait ce qu'on peut, mais après il va falloir vous débrouiller tout seul? Vous savez, M. Pistorius, d'abord, n'avait pas de compétences particulières lorsqu'il a été nommé à son poste de ministre. C'est un proche du chancelier Scholz, et on sait très bien que le gouvernement allemand avait traîné un peu des pieds. Ceci dit, il a fait un effort très important. Et par ailleurs, deuxième élément, l'armée allemande est dans telle situation. Je rappellerai que Ursula von der Leyen a été ministre de la Défense. Elle a eu une successeur. L'armée allemande est n'est plus très bien équipée. Elle a des gros problèmes d'équipement, d'approvisionnement. On sait aujourd'hui que l'armée allemande est dans un très mauvais état. Donc ça ne m'étonne pas de la part de M. Pistorius, nouveau ministre de la Défense, de nous dire que finalement il n'arrivera pas à suivre. Et voilà. Et donc aujourd'hui, vous parliez effectivement il y a un minimum de 300 chars, 300 chars modernes. Léopard 1, c'est des anciens. Bon, évidemment, on est en train de nous dire nous n'allons pas pouvoir suivre. Mais il faut relativiser les propos de M. Pistorius, parce que c'est le cas de tout le monde. On est en train de nous dire, on fait des annonces, tous les jours il y a des annonces, le Conseil européen se réunit, il y a de nouvelles annonces, il y a une réunion, je crois, demain de l'OTAN à Bruxelles, on va faire de nouvelles annonces, et au final, on voit bien que les choses traînent, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus livrer plus que ce qu'on a. Il faudrait que nous ayons une véritable économie de guerre, ce qui n'est pas le cas, et enfin, il faut rapprocher cela également de ce qu'a dit Mark Milley, que le chef d'état-major américain, qui a dit de toute façon, cette guerre va s'inscrire dans la durée. Donc, que ces chars Léopard 2 arrivent maintenant dans 2 mois ou dans 3 mois, finalement, ou à la fin de l'année, pour moi, ça n'a guère d'importance.
parce que on sait très bien que c'est une guerre qui va durer. Ce qu'il faut, c'est que ces armements, ces armes arrivent d'ici effectivement un temps qui peut être un an d'ici la fin de l'année, parce que si on nous dit que cette guerre va continuer, c'est maintenant qu'il faut envoyer ces chars. Premièrement, des missiles à longue portée. Il n'y a pas que les chars. Hein, le colonel disait il faut effectivement que ça ait une utilité sur le plan militaire et stratégique. Il y a donc les chars, les missiles peut-être à moyenne voire longue portée. Et enfin la question des mirages. Et ça, c'est je veux dire une évaluation globale qu'il faut faire pour les besoins de l'Ukraine. Pierre Ménard. Oui, je crois que, comme cela a été dit, nous sommes dans le temps long. Dans le temps court, enfin, ou à moyen terme, dans les 2-3 mois qui viennent, il y aura cette fameuse contre-offensive. Donc, le Conseil européen a surtout parlé, de la semaine dernière, a surtout parlé de munitions, en l'occurrence. Donc, débloquer un certain nombre de fonds supplémentaires pour les munitions. Pour les chars, cela a été dit, il faut aussi tenir compte de ce qu'il y a en face. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les Russes ont communiqué assez fortement cette semaine sur le fait que leurs usines, bon, eux, ils sont en économie de guerre, à tout le moins, et leurs usines continuent à sortir des chars. Bon, parfois, ce sont des chars d'anciens modèles rénovés ou pas rénovés d'ailleurs. Mais il y a la question de l'opportunité et de la possibilité de cette contre-offensive. Donc, elle est annoncée quasiment tous les jours, donc il faut quand même qu'ils aient les moyens pour y procéder. Est-ce que ça vous inquiète, les déclarations très très prudentes, voire inquiétantes, du ministre allemand de la Défense ? Bon, on pouvait s'y attendre, hein. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle, qu'on sait que c'est difficile de renouveler les stocks pour les Ukrainiens. Il serait peut-être temps de réfléchir justement à, comment dire, à renouveler nos propres stocks, etc., etc. Moi, je parle aussi en tant que Française, hein. Moi, je suis inquiète aussi pour la France, c'est mon pays aussi, et je veux absolument pas que justement les chars russes arrivent en France, quoi. Ils n'y arriveront pas, évidemment, hein, c'est juste une image, hein. Mais effectivement, il faut se préparer à tout avec les Russes. Encore une fois, vous savez, vous connaissez un peu ma position. En tant que Française d'origine ukrainienne. Tout à fait. Donc on a une longue histoire avec les Russes. On sait très bien que c'est des menteurs, des filous. Ils vont tout faire pour anéantir l'Ukraine et anéantir nos valeurs européennes et démocratiques. Donc moi, je suis prête à tout aussi pour défendre l'Ukraine, mais défendre aussi notre Europe, notre France, et il faut absolument qu'on montre les dents. C'est notre survie aussi, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on réfléchisse tous ensemble. On peut trouver des solutions, hein. On est aussi imaginatif que les Ukrainiens, hein. Y a pas de... On comprend bien que vous parlez avec votre rythme, Nathalie Schrin. Il faut dire que les Russes se préparent depuis très longtemps à cette guerre en Ukraine. C'est ce que nous apprend un rapport britannique qui révèle les méthodes des espions russes en Ukraine, des agents qui se révèlent parfois plus efficaces que les soldats, enfin. Le colonel nous dira si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ce que nous dit le Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique de défense de premier plan. Les services spéciaux russes ont réussi à recruter un vaste réseau d'agents en Ukraine avant l'invasion. C'est ça qui est important. Et une grande partie de l'appareil de soutien est restée viable après l'invasion, fournissant un flux constant de renseignements humains aux forces russes. Et au fur et à mesure que les forces russes avançaient, les officiers du FSB saisissaient les dossiers du gouvernement ukrainien au siège local, téléchargeaient les disques durs de l'ordinateur, ce qui leur permettait ensuite de dresser des listes de ceux qui travaillent pour l'État et où ils vivaient. C'est quand même un nouvel éclairage sur le rôle des espions russes qui nous montre que cette guerre, elle se joue sur tous les terrains pour l'emporter, colonel.
Alors en fait, la valeur des espions russes, elle est reconnue depuis, sinon la guerre froide, même avant, hein, depuis la prise du pouvoir par Lénine. Je vous rappelle qu'entre les deux guerres, il y avait des espions soviétiques, cette fois-ci, qui traquaient les Russes blancs qui s'étaient réfugiés en France, qui les assassinaient, qui essayaient de les retourner. Donc il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Pendant la guerre froide, ça a été également le cas. J'en parlais la dernière fois. Il y a de très bons livres qui ont été écrits, notamment par un chercheur français que j'ai connu, Alexandre Sheldon-Duplex, hein, sur le renseignement naval, retournant des officiers généraux, officiers supérieurs français au moment où la France était en train d'acquérir l'arme nucléaire. Donc voilà, donc il n'y a pas de nom hein, d'ailleurs qui circule, mais on sait très bien de qui il s'agit. Voilà, donc les espions russes, oui. Alors, en France, en Allemagne, on a vu dans l'entourage de Willy Brandt cet espion dont je me souviens, Günther Guillaume, si je me souviens bien, qui était auprès de Willy Brandt. Pourtant, Willy Brandt même s'il était l'initiateur de la Ostpolitik, de la politique d'ouverture vers l'Est, bon, il ne pouvait pas être soupçonnable d'une quelconque sympathie à l'égard de la Russie de Brejnev. Voilà. Donc, si, les renseignements russes sont très forts. D'autre part, cette guerre en Ukraine était bien sûr préparée, si vous voulez. Oui. Même si elle a été exécutée de manière mauvaise par l'armée russe, ça on peut pas. Maintenant, tout le monde, y compris les Russes d'ailleurs, sont en train de remédier à leurs propres lacunes. Elle a été plutôt bien préparée par les espions, parce que, si vous voulez, et puis j'irai même plus loin, hein, les appareils politiques des pays occidentaux sont pas non plus à l'abri d'espions russes, de sympathisants. Voilà, on a vu l'influence de M. Poutine sur certains hommes politiques, en Autriche notamment. Voilà, donc c'est un pays neutre, l'Autriche, mais voilà, Vienne était aussi une ville connue pour l'espionnage. On parle du troisième homme. Hein, voilà, donc oui, l'espionnage russe est tout à fait efficace. Ça prouve, comme le disait le colonel, et grâce à ce qu'on a vu, que la guerre en Ukraine, elle était prévue de longue date. Ah bien sûr, depuis le début, je dirais même depuis l'invasion, l'annexion, je veux dire, de fait de la Crimée, depuis la guerre 2014. Vous savez, dès 2014, il y a ces guerres dans le Donbass, etc. Donc bien évidemment que Vladimir Poutine, compte tenu de son état psychologique, on va dire, c'était quelqu'un qui voulait depuis le début restituer l'empire ex-soviétique. Donc c'est une entreprise qui a été effectivement envisagée depuis très très longtemps. S'agissant des services secrets, ils sont effectivement très efficaces. Pourquoi? C'était quoi l'objectif? C'est à mesure qu'on avance, repérer les gens qui vont en situation de travailler pour un nouveau régime. Il s'agissait au début effectivement d'abattre le régime de Volodymyr Zelensky et de savoir sur qui s'appuyer pour travailler à un État vassalisé comme l'est aujourd'hui celui de Loukachenko. Donc c'était une volonté d'annexer de fait ce pays, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Mais on voit bien que même Volodymyr Zelensky a fait un peu le ménage dans son entourage, parce qu'il s'est aperçu qu'aussi bien dans ses services secrets que dans la police ou ses proches, il y avait des gens qui étaient susceptibles de travailler pour la Russie. Donc effectivement, les services secrets ont été bien en avance, très efficaces. Il faut continuer dans cette entreprise. On a bien vu hier l'émission dans un lieu de culte, une église orthodoxe, des services secrets ukrainiens venant interpeller le représentant du patriarche Kirill à Kiev. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est la guerre, la communication et des services secrets. Oui, allez-y, Pierre Ménard. Non, c'est une grande tradition dans l'église orthodoxe. En fait, les grands responsable de l'Église, commencé par le patriarche, était quelqu'un dont les liens avec le KGB et le FSB sont connus en fait. Donc ils ont un peu partout comme ça des antennes, on va dire. Mais enfin, cela dit, il faut quand même reconnaître, si vous voulez, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, ils ont préparé le terrain, mais cela dit, ça n'a pas marché aussi bien que ça. Donc, il faut le reconnaître, parce que effectivement, le but, en effet, était de vassaliser très rapidement, de faire chuter le régime. Ça n'a pas marché. Alors, il y a pas, en général, si vous voulez, c'est un jeu. Il y a d'un côté le FSB, de l'autre côté l'armée. Mais enfin, le travail préparatoire, visiblement, n'avait pas été aussi bien fait qu'on pouvait l'imaginer. Alors l'autre élément intéressant de ce rapport, regardez, concerne la manière dont on essaie de façonner les esprits. Des unités de guerre électronique ont travaillé pour couper l'accès à la télévision, à la radio, à Internet aux Ukrainiens, isolant davantage la population dans les zones sous occupation. Le FSB a estimé qu'il suffisait de contrôler 8% de la population pour soumettre une zone. La propagande, c'est l'un des meilleurs outils pour contrôler un peuple.
Ah oui, bien sûr. Hein. Je pense au Donbass, oui. Notamment. Hein. C'était des régions qui ont été extrêmement russifiées. Il y a eu, vous savez bien, Holodomor, la mort par la faim, où ils ont vidé toute la population ukrainienne presque, et ils ont implanté des colons russes sur place qui se sont mélangés avec le reste de la population. Et c'était des zones qui ont été extrêmement russifiées. Et quand on parle une langue d'abord différente de la langue du pays, on a forcément des structures d'esprit différentes. Hein. Quand on parle français, on est assez cartésien, on est très structuré, etc. La langue grecque, par exemple, est beaucoup plus à image, etc. Donc chaque langue a son esprit. Et puis en plus, quand on ne parle qu'une seule langue, malheureusement, ils étaient quand même maintenus dans l'ignorance, etc. Quand on ne parle qu'une seule langue et une langue que la langue russe, on n'a que la vision russe de l'histoire, des informations, etc. Donc ça, c'était un gros problème. C'est pour ça qu'on a voulu, le gouvernement ukrainien a voulu faire en sorte qu'au moins toute la population parle la langue du pays. Non pas pour supprimer la langue russe. Contrairement à ce que Poutine a dit. Voilà, c'est ça. C'est très bien de parler russe. Moi, je me rappelle de mon prof d'allemand qui disait il faut connaître la langue de son ennemi. Donc, je pense à mon professeur Hermillet. C'est exactement ça. Au contraire, plus on connaît de langue, plus on a une ouverture d'esprit, meilleur c'est, etc. Et plus on peut être informé. Il faut lire la presse anglaise, la presse allemande, la presse française, etc., pour se faire sa propre idée, lire des livres, etc. Mais quand on voit qu'en Crimée, on a brûlé des livres, comment voulez-vous que ces populations puissent avoir les livres en ukrainien, pardon. Oui, bien sûr. Les livres en ukrainien. Vous avez compris. Il y avait une volonté d'effacer l'identité ukrainienne par la langue. Mais aussi d'imposer une vision unique. Et ça, c'est dramatique. Et pour revenir sur les espions, il faut pas rêver. Hein, c'est partout dans le monde. Hein. Oui. Ah oui, les espions russes ne sont pas qu'en Ukraine. Vous restez avec nous. On a évidemment plein de rendez-vous à vous annoncer dans les minutes qui viennent. Un rendez-vous politique très important. À 18h ce soir, Marine Le Pen sera l'invitée d'Adrien Gindre dans l'émission En toute franchise. Et tout de suite à suivre, pourquoi la France se dote d'un porte-avions nucléaire. La guerre en Ukraine change la donne, c'est ce que nous verrons. Et nous vous dirons également qui sont les faucons du Kremlin, les ultra-guerres qui poussent Poutine à la radicalité, à recourir à l'arme du nucléaire pour regagner du terrain. A tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine.